qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant? L'abattement, L'abattement, il est de 66%. 66% sur les 5,15% de chiffre d'affaires. Et l'abattement, il On est... va devoir s'arrêter mais- dans quelques minutes. Comme on vous a bien entendu sur ce point, je crois que Cédric... Vous n'avez aucune obligation aujourd'hui. Deux reportages de Frontières. On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture? Alors moi j'avais deux séries de questions. D'abord l'une sur les éléments d'actualité. Vous nous avez dit qu'il y a une rubrique actualité sur YouTube facilement accessible. J'y suis en train de la regarder. Bon, effectivement, il y a une série de vidéos ou d'articles. Celle qui apparaît en premier, c'est l'AFP sur les images de la recherche de Liana, la petite fille. Et puis un article de RFI sur la visite du ministre algérien en France, un article du Journal de l'Humanité sur l'armée israélienne au Liban, un autre de C'est à vous sur Xenia Fedarova. Qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant? C'est un algorithme qui va choisir en fonction des sources présentes sur la plateforme et de tout un tas de critères. Je vous épargne la liste complète, mais la langue et la pertinence en fonction du lieu géographique, la pertinence par rapport au sujet ou à l'événement d'actualité, la fraîcheur du contenu. Est-ce que le contenu a été posté il y a quelques minutes ou il y a quelques heures? Est-ce que c'est un contenu qui est en direct ou pas? Quelle est l'intention derrière le contenu en question? Donc ça, c'est algorithmique. Pour le placement de ces contenus, avec une revue par des examinateurs humains qui vont vérifier que ces contenus ont bien raison de figurer là où ils figurent. Alors, parce que quand on déroule un petit peu, on trouve d'autres reportages, France 24, RFI, France Culture, bon, d'accord. Et puis on tombe par exemple sur deux reportages de Frontières. On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture, que France 24, etc. Ça c'est l'algorithme. Effectivement, c'est algorithmique. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont mis au même niveau. Si vous ne tombez pas dessus tout de suite, c'est qu'ils ne sont sans doute pas mis au même rapidement, niveau. Très rapidement. Troisième ligne. Et après, à partir du moment où, pardon. C'est individualisé le choix. C'est que si moi je regarde, je n'aurai pas forcément la même présentation. Moi, j'ai pas la même On est d'accord? moi aussi, c'est très ciblé. Ouais. Donc, c'était enfermé dans ton algorithme, en fait. Alors, vous voulez dire que je regarde il y a autant... Frontières. Regarde Frontières sans arrêt. Ça y est. Il y a Non, un truc, alors, ça attendez, y est, oui. au moins on a une révélation, tu es démasqué. Prends mieux certaines réactions. J'ai pas du tout les mêmes... Attendez, mais en fait ma question, c'est derrière tout ça, il y a une ligne éditoriale, même si elle est individualisée personne par personne. Mais si vous me proposez un tel article que vous ne proposez pas au sénateur Vial, il y a un choix et donc il y a Enfin, il n'y a pas de choix éditorial. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va déterminer en fonction des historiques que vous avez visionnés. Il y a deux historiques sur YouTube qui sont l'historique de visionnage et l'historique de recherche et qui vont aider à vous proposer des recommandations personnalisées. On n'a pas parlé de la manière dont l'algorithme fonctionne, mais on utilise 80 milliards de signaux pour être sûr que, comme Justine le disait, on vous propose le bon contenu et surtout que vous ayez une expérience de visionnage qui soit satisfaisante sur la plateforme. Le but n'est pas que vous passiez votre temps à visionner des contenus en n'en retirant absolument rien. Le but, c'est que vous puissiez être satisfait de votre expérience de visionnage. Donc il y a forcément une personnalisation qui est faite. Sauf si vous avez purement et simplement soit mis en pause, soit désactivé ces deux historiques, ce qu'il est possible pour tout utilisateur de faire. Et là, dans ce cas-là, vous aurez quelque chose de parfaitement neutre. Alors j'ai une autre question sur un autre usage de votre plateforme. J'ai tapé anti-vax comme mot dans la moteur de recherche. Bon, et là aussi, je tombe sur un article de France Culture. Et puis, je tombe sur un interview du professeur Raoult. Alors, ça renvoie aux remarques, sur les questions qu'on vous posait tout à l'heure, à quel moment vous intervenez, vous intervenez pas. Ça renvoie aussi à une étude sur laquelle je voulais vous interroger, que vous connaissez certainement, le projet CIMODE, qui a été réalisé par Science Feedback Consortium, dans 4 États membres de l'Union européenne, dont la France. Et alors, je vous cite les chiffres, on ne les a pas vérifiés, mais enfin, c'est les chiffres d'études. YouTube présente un taux global de 8,5 de contenu de désinformation, mais si l'on élargit le spectre au contenu
borderline, dans un très mauvais français, et abusif sur YouTube comme sur TikTok et X. Évidemment, le volume de contenu plus problématique dépasse celui des contenus crédibles. Sur YouTube et X, je cite, un compte peu crédible reçoit 10 à 11 fois plus d'engagement par publication qu'une source de haute crédibilité. Sur YouTube, 81% des chaînes à faible crédibilité éligibles sont monétisées. Et est-ce que justement le fait de tomber sur une interview du professeur, il n'y a plus le titre de professeur, j'imagine, enfin d'Éric Raoult, ah oui, je confonds de Raoult, oui. Enfin bon, bref, de Didier, merci, de Didier Raoult. De Didier Raoult. Est-ce que justement c'est cette logique de mettre en valeur, en avant, en visibilité plus importante des contenus qui sont monétisés? Alors il n'y a pas de corrélation directe entre la monétisation et votre placement dans les résultats de recherche de YouTube. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous monétisez votre contenu que vous allez apparaître plus rapidement dans les résultats de recherche. Sur cette interview, je ne sais pas qui est le média, je n'ai pas visionné le contenu et je ne serai pas en capacité de vous dire si elle respecte ou si elle ne respecte pas nos conditions d'utilisation, les conditions d'utilisation ou le règlement de la communauté de la plateforme. Ce que je peux vous dire, c'est les différentes infractions qui font qu'une vidéo est supprimée, que je vous ai listées tout à l'heure, sur le fait de remettre en cause des traitements contre les vaccins ou de promouvoir des traitements qui seraient alternatifs et dangereux. Donc il faudrait vraiment visionner le contenu pour que je puisse vous donner une réponse. Sur la monétisation, je pense que la meilleure réponse qu'on puisse faire, c'est qu'aucun annonceur n'a envie de voir ces annonces, ces produits mis en avant à côté de vidéos qui sont potentiellement problématiques. Vous avez cité le terme de borderline, mais qui sont en violation du droit français ou de nos règles de la communauté. Et donc on n'a aucun intérêt à laisser prospérer ce type de contenu sur la plateforme. Pourtant, ils y sont. Malheureusement, je ne peux pas revoir le contenu, mais je vous garantis que je mobiliserai nos équipes françaises de Trust and Safety le plus rapidement possible. D'accord. Alors, j'avais une question complémentaire. Vous avez parlé du partenariat avec Médiamétrie. Jusqu'où va ce partenariat? Notamment, est-ce que c'est un contrôle des mesures vidéo par vidéo? C'est-à-dire, quand cette fameuse interview de M. Raoult, on met 80 000 vues, d'où sort ce chiffre? Alors, là, ce que vous voyez dans la comptabilité, le produit YouTube, c'est vraiment nos outils. Donc, le compteur de vues ou quand vous allez sur votre tableau de bord, le nombre d'heures, etc. Tout ça, c'est des outils internes YouTube. Tout le travail qui a été fait par Médiamétrie, c'est justement prendre les différentes méthodos de mesure de différents acteurs médias, donc les télévisions, les plateformes de streaming, Netflix, Disney, etc., YouTube, plateforme de partage de vidéos, et définir une méthodologie unique. Mais attention, cette méthodologie, elle est définie par Médiamétrie. C'est vraiment très important. Et c'est donc par cette approche standard, normée de référence que Médiamétrie va pouvoir définir qu'une vue en télé, on peut la comparer à une vue sur YouTube, etc. C'est vraiment la méthodologie Médiamétrie et non pas la méthodologie YouTube dans le cadre de cette mesure. C'est pour ça que pour nous, c'est très important d'être très tôt partenaire, à intégrer cette mesure de référence avec l'institution de référence, parce que ça permet de créer un indicateur national tiers qui fait foi, en fait. Oui, moi je vais revenir pour qu'on soit vraiment très précis sur les questions relatives à la TSV et TSTE. Vous avez dit et regretté que les 44 millions ne soient pas mieux répartis et qu'il n'y ait que 2 voire 3 millions au CNC Talent, qui est d'ailleurs actuellement suspendu pour les raisons que l'on sait. Mais vous n'avez aucune obligation aujourd'hui d'engagement par rapport à d'autres plateformes de financement dans la création. Vous n'avez aucune obligation aujourd'hui. Les éditeurs de télévision payent la TSTE. Les plateformes style Netflix ont des obligations d'investir dans la création. Mais en fait, vous n'en avez, à ce jour, vous n'avez aucune obligation. Est-ce qu'il faudrait peut-être vous en donner quelques-unes ? Est-ce que vous seriez prêt à en avoir quelques-unes pour que justement, alors vous allez nous dire,
pour que ce soit un petit peu plus équilibré peut-être entre obligation d'investissement et puis derrière répartition et redistribution en quelque sorte. Et le CNC étant effectivement l'opérateur. Alors effectivement, enfin, on n'a pas les mêmes obligations que d'autres. Ça ne signifie pas qu'on n'a aucune obligation. On ne fait pas le même métier que les acteurs que vous avez cités. On n'est pas un diffuseur. On n'est pas une plateforme de VOD. On n'est pas un Netflix. On n'est pas ce genre de service. On n'a pas de grille éditoriale. On n'a pas d'acquisition des droits. On ne passe pas de commandes à des producteurs pour ensuite acquérir les droits des programmes et les mettre en avant sur notre plateforme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est une plateforme de partage de vidéos sur laquelle chacun est libre de venir mettre en ligne son contenu et potentiellement de le monétiser s'il répond aux conditions. À l'heure actuelle, on paye, Justine le rappelait, sur notre chiffre d'affaires, sur nos revenus publicitaires générés en France, la TSV a un taux de 5,15 avec un abattement. Mais là, on essaye de faire croire en ce moment que YouTube serait un... De combien l'abattement ? L'abattement, il est de 66%. 66% sur les 5,15% de chiffre d'affaires. Et l'abattement, il a été décidé, évidemment pas par YouTube, mais il a été décidé il y a une dizaine d'années, à l'époque où le texte a été adopté, parce qu'en raison du caractère de la plateforme, mais d'ailleurs pas que la nôtre, toute plateforme de partage de vidéos sur laquelle on est en capacité d'uploader du contenu. Il a été décidé parce que n'importe quel utilisateur, ce qu'on appelle l'UGC, est en capacité de mettre du contenu sur la plateforme. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de taxation sur les contenus mis en ligne, qui ne trouvaient pas d'ailleurs de canal de monétisation, mis en ligne par des utilisateurs lambda. Donc on s'est dit, on va éviter de taxer cette partie de l'activité. Mais surtout, le débat actuel sur l'absence d'obligation d'investissement, il est fallacieux. On explique que YouTube est un passager clandestin. On a même entendu le mot de parasite. On est les seuls à avoir un système de monétisation qui soit clair. On a le même système de monétisation depuis 20 ans. On reverse 55% de nos résultats aux créateurs. On est les seuls à le faire. Dans le monde, pour vous donner une idée, ça représente sur l'année 2024 32 milliards de dollars. Donc c'est colossal. On ne parle pas d'un pourboire, on parle d'une vraie rémunération qui est déclenchée et qui va directement dans les poches des créateurs. Alors qu'on ne contribue pas de la même manière que d'autres acteurs à un système qui est en place depuis 80 ans et qui est très vertueux et qui est fléché au CNC, on l'entend. En revanche, venir nous expliquer que ces milliards d'euros ou de dollars ne partent nulle part et ne reviennent pas dans la poche des créateurs, ça nous irrite un peu. Et vouloir comparer, ou en tout cas assimiler l'activité d'un diffuseur télé, l'activité d'une plateforme de streaming et l'activité d'une plateforme de partage de vidéos, c'est, je pense, vouloir brouiller un peu les lignes et amener de la confusion dans le débat. On a bien compris que le débat aujourd'hui était de dire il faut des nouvelles règles sur certains secteurs qui sont surrégulés si on regarde d'autres secteurs comme les plateformes de partage de vidéos. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord avec ce constat. On est en charge du respect du DSA, du DMA, du RGPD, de l'EMFA qu'on n'a pas beaucoup cité aujourd'hui, et quantité d'autres législations. Le fait de devoir modérer, le fait de devoir rendre des comptes de manière semestrielle sur les moyens qu'on met en termes de modération et les moyens qu'on met contre les risques systémiques qui peuvent être posés par notre plateforme, c'est des obligations colossales qui mobilisent des centaines de personnes chez nous. Donc ça, et ça, une chaîne de télévision ne les a pas. De facto. Je ne peux pas arriver avec mon contenu et demander à ce qu'une chaîne de télévision le diffuse. Donc on ne fait pas le même métier, on n'a pas les mêmes obligations, et vouloir essayer de comparer ou d'insinuer qu'on devrait tous contribuer de la même manière, c'est encore une fois ajouter de la confusion dans le débat. Est-ce que je peux me permettre de compléter le propos de mon collègue avec... moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a vraiment la cristallisation d'un débat d'une certaine partie de l'écosystème audiovisuel traditionnel qui est quand même assez extraordinaire, qui consiste à prendre YouTube, qui est vraiment, quand on regarde toutes nos obligations, le meilleur élève dans l'ancrage dans le paysage français et l'exception culturelle française, comme bouc émissaire pour des revendications sectorielles qui ne sont pas du tout les nôtres. Une fois que j'ai dit ça, ce qu'on voit, et je pense que la problématique, et on en a discuté avec certains d'entre vous aussi dans cette pièce, c'est comment est-ce qu'une partie de l'audiovisuel traditionnel
arrive à saisir cette nouvelle opportunité de ce nouveau modèle YouTube, de cette nouvelle approche B2C, c'est-à-dire être en direct avec son public, de ces nouveaux modes de financement incluant les marques. Et donc typiquement, un bon usage de cette TSV, en plus des créateurs qui sont quand même accessoirement, font partie de la relève créative française, donc ne pas les rémunérer, c'est tout simplement ne pas les considérer. En plus de évaluer que toutes les plateformes qui devraient y contribuent. En plus de rendre ce système plus juste en intégrant les acteurs de l'information. On va devoir s'arrêter. Je suis désolé, je vous coupe, mais on va devoir s'arrêter dans quelques minutes. Comme on vous a bien entendu sur ce point. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines joutes politiques.